J'ouvre tout de suite notre second débat de société. Je vous propose de revenir sur ce baromètre sur le sexisme publié par le Haut Conseil à l'égalité. C'était le 23 janvier dernier. Un enseignement de cette enquête nous a frappé, nous a donné envie d'organiser ce débat. Les jeunes de 25 à 34 ans sont plus sexistes que leurs aînés. Les détails, les premières explications avec Mathias Araez. 5 ans après le mouvement MeToo, où en est le sexisme en France? Selon un récent rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, la situation est alarmante. 93% des Français estiment que les femmes ne sont pas traitées de la même façon que les hommes dans la sphère privée ou professionnelle. Un problème pour Annick Billon, sénatrice centriste et présidente de la délégation aux droits des femmes. Nous avons failli dans les politiques publiques à mener des politiques publiques pour plus d'égalité, que malgré la libération de la parole et malgré les nouvelles lois qui normalement permettent, je pense forcément à l'égalité économique et professionnelle avec différents index, différentes politiques publiques, différentes lois, et bien malgré tous les efforts qui ont été faits, le sexisme perdure. Si l'on observe plus de conservatisme au niveau des rôles sociaux chez les 65 ans et plus, l'ancrage des clichés masculinistes est croissant chez les hommes de moins de 35 ans. Ainsi, 20% des 25-34 ans considèrent que pour être respecté en tant qu'homme dans la société, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis, contre 8% en moyenne. Pour la sénatrice Laurence Rossignol, ancienne ministre des droits des femmes, une partie de la réponse à ce problème viendra de l'éducation. Si nous appliquions la loi, et si la loi qui prévoit que les élèves collège, lycée ont 3 heures d'éducation à la vie affective et sexuelle, si cette loi-là était respectée, nous aurions déjà un peu plus d'éducation. Dans son rapport, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes émet également une liste de 10 recommandations, parmi lesquelles une meilleure régulation des contenus pornographiques en ligne ou encore une augmentation des moyens de la justice pour former les magistrats aux violences intrafamiliales. Je vous présente tout de suite les invités de notre second débat. Sylvie-Pierre Brossolette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Arthur Voitou, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Maître de conférence en sociologie à l'université Sorbonne Paris-Nord et co-auteur de ce livre, Les jeunes, la sexualité et Internet, aux éditions Les Pérégrines. Réjeanne Sénac, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Et ce livre, autrice de Radicales et fluides, les mobilisations contemporaines, publié aux presses de Sciences Po. On va parler en général de ce rapport, mais on va commencer par les jeunes. Il n'y a pas que ça, on en est conscient et on parlera du reste, Sylvie-Pierre Brossolette, mais quand même, ce constat qui nous a frappé, est-ce qu'il vous a surpris aussi ? Oui et non. On sentait bien que le cliché selon lequel, après MeToo, les esprits étaient tous acquis à l'égalité, au respect, etc., ne touchait pas tout le monde et pas forcément les jeunes, puisqu'on voit ce qui se passe dans les écoles, dans les grandes écoles. On découvre que même à Polytechnique, les viols sont possibles. Donc, ce n'est qu'une confirmation, malheureusement, de nos intuitions, qui avait été déjà confirmée. L'année dernière, on avait fait un premier baromètre. C'était le premier qu'on faisait. Et on s'est dit, quand on a vu les résultats, on s'est peut-être trompé, il y a peut-être un biais méthodologique. On a affiné nos questions, on a vraiment essayé de compléter en plus le questionnaire avec des questions sur le consentement. Et rebelote, ça donne exactement la même chose, plutôt en pire, surtout sur le consentement. Donc, malheureusement, effectivement, le sexisme est encore très présent partout, y compris chez des femmes. Et la jeune génération, malgré toutes les évolutions en droit et en réalité, il y a quand même eu des progrès sur les droits des femmes et le vécu des femmes, mais ça reste encore très très problématique et chez les 25-34 ans, plutôt pire qu'ailleurs. Pourquoi cette génération-là ? On s'est demandé, et on a des esquisses de réponses, on ne les a pas toutes, les chercheurs vont nous les apporter peu à peu. Il me semble que c'est parce que c'est la première génération de jeunes adultes qui arrivent à cet âge en ayant connu les réseaux sociaux, le porno, a été baigné là-dedans depuis 15 ans, et que c'est une influence néfaste parce que le sexisme y est véhiculé et la violence banalisée. On y reviendra évidemment, on consacrera un chapitre de ce débat à la question de l'influence des films, des images pornographiques. Arthur Voitou, est-ce que c'est notre vision de la jeunesse qui était
vous l'avez un peu évoqué, mais fausse ou biaisée ou un peu idéaliste? Sans doute un peu. On a tendance depuis quelques années à présenter les jeunes, déjà à beaucoup homogénéiser la jeunesse, c'est-à-dire à parler systématiquement de la jeunesse en, par exemple, la réduisant, je ne sais pas, aux luttes écologistes ou à ce genre de choses. Et je pense qu'il y a toujours une sorte de présomption de progressisme des jeunes. Et je pense qu'on se rend compte avec ce baromètre, mais avec d'autres enquêtes aussi, qu'en fait c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a une part de la jeunesse qui adhère encore fortement à des thèses, des idéologies conservatrices, par exemple. Et c'est vrai que c'est une jeunesse qui existe et qui passe un peu sous les radars comme ça, parce qu'elle est certes minoritaire, mais elle existe. Et puis, il y a la jeunesse à l'épreuve de la réalité. Je pense que le fait qu'on parle là des 25-34, c'est les jeunes qui entrent dans le marché de l'emploi, qui entrent dans des univers qui sont encore des univers très fortement marqués par le sexisme. D'ailleurs, c'est moins le cas des plus jeunes, et qui ne sont pas encore tout à fait rentrés dans cet univers. Donc voilà, il y a sans doute des choses à regarder de ce côté-là. Régine Sénac, ce rapport alors il y a ces rapports et baromètres, il y a ces 5e rapports et puis il y a le baromètre. C'est la 2e année seulement qu'on fait le baromètre. C'est ça. Est-ce qu'il, pour vous, il permet de dépasser un certain nombre de mythes de la société française? Oui, je crois qu'on était jusqu'à présent dans une logique assez... dans un déni, en fait. Dans un déni, puisque d'un côté, on a quand même des données qui objectivent les inégalités, qui sont les conséquences du sexisme, et dans tous les secteurs de la vie, que ce soit la question des violences, la question des inégalités salariales... Et on voit très bien aussi que même parmi les jeunes et les petits, on a des orientations qui sont des orientations encore très stéréotypées entre les filles et les garçons. Et pour autant, on avait ce mythe de l'égalité déjà là, sur le fait qu'on était tous d'accord, qu'on était tous féministes, qu'on était tous pour l'égalité, et qu'encore plus la jeunesse... ce n'était pas un sujet pour eux. Est-ce que c'est le mouvement MeToo auquel vous avez fait référence, cette libération de la parole qui est en cours, qui a pu accentuer cette impression? Non, moi je pense qu'il y a une forme de facilité à dépolitiser ces enjeux, à dire que nous sommes un pays qui est exemplaire, alors on l'a rarement été, on ne l'a pas été historiquement sur ces sujets, et qu'on a juste un problème de mise en œuvre, de comment. Et donc, on a souvent une tendance à dire, d'un côté, on a des grands principes, et puis on est tous féministes, et puis il y a quelques marginaux qui sont violents, quelques dysfonctionnements, il faut qu'on se mette d'accord sur les meilleurs outils. Là, ce qu'on voit avec ce rapport, et je trouve que c'est très intéressant, parce que ça nous montre la profondeur et la gravité du problème, c'est que non, il y a des divergences idéologiques sur ce qu'on considère comme juste ou pas. Et qu'il y a, par exemple, un quart des hommes qui considèrent qu'ils peuvent avoir recours légitimement à la violence. Il y a un tiers des femmes qui déclarent avoir subi un rapport sexuel non consenti, c'est-à-dire avoir été violées. Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas répondre en disant la violence, c'est que le fait de marginaux ou d'impulsifs. Non, il y a vraiment une normalité, une norme à la violence légitime sur la division du travail et la manière dont ça se répercute en termes d'orientation scolaire, en termes de sectorisation des emplois entre les femmes et les hommes. Quand on voit la réponse sur les filles, il est normal d'élever des filles avec des poupées et des garçons avec des camions, où les femmes sont naturellement douces. Donc nous sommes au XXIe siècle et il y a encore 13%, je crois, de la population des personnes interviewées qui répondent ça. Donc en fait, là, on voit bien que ça aggrave le problème et que donc les modalités à mettre en œuvre sont plus complexes aussi. On a titré ce débat « Les clichés en la peau dure » parce que c'est quoi? C'est des siècles de machisme qui diffuse, qui infuse depuis des générations? C'est aussi simple que ça? Alors là, je suis en train de relire L'École des maris, parce que je vais faire un débat. Et on voit que Molière, au XVIIe siècle, était beaucoup plus moderne que nos contemporains. Et que il y a deux frères, donc Ariste et Xanarelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le plus jeune qui est le plus conservateur. Qui trouve normal de choisir une femme, même si elle n'est pas consentante. Voilà. Et le plus âgé dit, en fait, on ne peut pas l'imposer de manière tyrannique, même si elle va devoir se marier avec moi, du fait de l'ordre paternel. Alors, il ne dit pas du patriarcat, il dit de l'ordre paternel. Pourquoi je cite Molière? Pour bien montrer que l'un des mythes, c'est une pente naturelle vers le progrès. Donc, cette idée que, parce qu'on est au XXIe siècle, on devrait être plus... Donc là, moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce rapport qui nous oblige à, en effet, avoir une position
qui est plus radical, au sens de comprendre les causes pour agir efficacement. Et pour continuer sur Molière, les Français sont comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, ils sont sexistes sans s'en rendre compte. C'est profondément ancré, et ce n'est pas parce que effectivement il y a une égalité de droits. La France effectivement à peu près donne les droits égaux entre femmes et hommes théoriquement. C'est récent, c'est la fin du XXe siècle. Et c'est récent, et c'est très récent. Et donc les mentalités, les pratiques n'ont pas suivi le droit. Quelquefois les pratiques précèdent le droit. Ça arrive que la société bouge plus vite que le droit. Là, le droit a bougé plus vite que les pratiques. Et il y a des distorsions. Et effectivement, comme il y a des problèmes annexes qui sont les réseaux sociaux, etc., la jeunesse est particulièrement touchée. Et donc, on voit bien qu'il y a un continuum dans le sexisme. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce rapport aussi. C'est de toucher du doigt du fait que les violences n'arrivent pas toutes seules. Il y a quelque chose qui fait le lit des violences. C'est-à-dire que le sexisme au quotidien, un peu à bas bruit, il fait le lit des violences. Ça commence par est-ce que tu as fait la cuisine pour ce soir, est-ce que tu es bien rentré, ou avec qui tu étais, puis mais comment, être agacé, filer une petite baffe, et puis ça finit peut-être quelquefois beaucoup plus mal. Il y a un continuum du degré de domination des hommes sur les femmes, pas toujours, mais c'est comme ça qu'on l'explique. La violence n'arrive pas toute seule, elle arrive parce que on se croit légitime pour l'exercer, et on ne fera pas baisser les taux de féminicide en France tant qu'on n'aura pas aussi guéri les problèmes du sexisme. Moi, en préparant ce débat, je me suis dit il y a quelques progrès. C'est mon côté toujours un peu optimiste qui s'exprime. Donc, j'ai parlé de la libération de la parole. On peut parler de la parité au sein des gouvernements. On peut parler des règles, par exemple, sur les comités de direction ou les comex des entreprises qui instaurent des quotas. Est-ce que vous pensez, Arthur Voitou, que on surestime là aussi, on a peut-être un regard biaisé sur la jeunesse, est-ce que là on surestime ces progrès ? Ou est-ce que finalement, on peut se dire aussi, être un peu positif, se dire on a quand même un peu progressé ? Oui, en tout cas, on a progressé sur les discours, ça c'est sûr. Ouais. Si on regarde sur une échelle assez longue, si on regarde les enquêtes sur les valeurs des jeunes, par exemple, et les valeurs des Européens de manière générale, on a des enquêtes quantitatives, de grandes enquêtes aujourd'hui qui sont régulièrement menées, qui montrent depuis quand même une vingtaine d'années une régression des attitudes hostiles à l'égalité, disons. Donc, et c'est vrai qu'il y a ce dont on parlait là, l'égalité de droit, globalement, une part croissante de la population qui devient en tout cas favorable à l'égalité salariale, par exemple, entre les femmes et les hommes, etc. Après, il y a la question des pratiques. Et c'est ça qu'on a du plus de mal à sonder. On sonde un petit peu avec ce type de sondage-là, qu'on sonde par d'autres enquêtes sociologiques, par exemple. Mais on a encore sans doute, effectivement, beaucoup de phénomènes qui passent sous les radars. Et je pense notamment, effectivement, à ce sexisme d'ambiance dont on parle là. C'est-à-dire le fait qu'on a au quotidien, alors ça peut passer, on a parlé de la pornographie tout à l'heure, mais il y a le sexisme publicitaire, par exemple. Il y a tout un tas de choses, d'ambiance comme ça. Il y a le fait que, par exemple, la représentation politique est encore une représentation, malgré tout, très masculine, que parfois on tolère de la part de représentants politiques des formes de sexisme très outrancières. Et donc je pense que tout ça, ça contribue à des pratiques du coup. Ce que vous évoquez, ça me fait penser à ce compte Twitter qui s'appelle Pépite Sexiste, qui est donc recense, voilà, il y a des hommes, des femmes qui envoient ce sur quoi ils tombent dans la rue, et on va voir quelques exemples. On va voir des médicaments, voilà, la version homme, la version femme, forcément la version femme elle est rose, puis accessoirement elle est plus chère. Bon ben voilà. On a aussi les vélos qui sont roses forcément alors non, d'abord oui, alors ça c'est un panneau toilette, et puis évidemment quand il s'agit de changer bébé, ben, c'est forcément une femme qui est représentée, ou alors on a dans une enseigne sportive, Go Sport pour ne pas la nommer, des vélos roses avec siège pour les poupées, et puis les vélos bleus, forcément il y a un coffre. Comme si c'était le vélo de papa qui va travailler. Bref, ça peut nous faire sourire évidemment, Réjeanne Sénac, mais c'est vraiment ce dont on parle. C'est-à-dire que là, c'est ce qui nous environne d'une certaine façon. Oui, et là, on voit plus qu'une résistance. Hein. Mais vous dites c'est politique. C'est idéologique. Est-ce que ça, c'est politique et idéologique, ou oui, c'est finalement... Alors, qu'est-ce qu'on entend par politique ? C'est inconscient. Qu'est-ce qu'on entend par politique ? Ouais. C'est le sujet. Ouais. Si on entend par politique ce qui dit le juste, ce qu'on considère comme juste, ensuite on peut l'associer à des politiques publiques, à des acteurs politiques, mais si on le prend de manière très large sur ce qui dit le juste, qu'est-ce qui est dit là ? Qu'est-ce qui est dit ? Il est dit que c'est légitime d'élever les petites filles pour qu'elles s'imaginent
comme étant de futures bonnes mères, Oui. voilà, et alors que les garçons vont être dans une autre posture. Et ensuite, on va construire toute une mythologie de la liberté et de la logique des choix éclairés par les goûts. Donc on va se dire c'est normal qu'elle s'oriente plutôt vers les métiers liés aux soins à l'autre, les enfants, voilà, parce que c'est leur goût. Non, c'est pas leur goût, ça a été construit depuis toute petite par, en effet, le rapport au loisir, par les dessins animés qu'elle regarde, par la littérature, par tout ce qui fait socialisation. Donc, et là où on peut dire que c'est politique, c'est que ça porte et ça justifie, ça légitime une division du travail dans la sphère privée, dans la sphère publique. 3/4 des tâches ménagères et domestiques sont faites encore par les femmes. C'est pas parce qu'elles aiment ça, c'est parce qu'elles ont été vraiment baignées dans cette normalité-là. Donc quand vous disiez, on est aujourd'hui à un moment de libération de la parole. Oui. Ce que disent les activistes, c'est qu'on est dans un moment de libération de l'écoute. C'est-à-dire là où on peut se dire que ça a avancé, c'est qu'il y a des résistances, il y a des recompositions. On peut même dire qu'il y a des visions caricaturales et peut-être même plus fortes. C'est-à-dire que ce n'est pas linéaire comme évolution. Dans les répartitions des jouets, par exemple. Mais dans le même moment, on voit à partir de 2010, et ça c'est international, ce n'est pas uniquement que français. Et puis avec MeToo, c'est-à-dire qu'à la fois, ça parle, on dit des choses, il y a des brèches. C'est international et là, les réseaux sociaux peuvent avoir un côté positif. Il n'y a pas que des côtés négatifs parce qu'on peut passer des messages en dehors des médiations classiques, les partis politiques, les syndicats, les assos, ça passe direct. Donc ça bouge, mais il y a aussi une réaction, c'est ça ? Bien sûr, donc il y a un backlash, ce qu'on appelle un retour de bâton, un retour en arrière. Donc le fait de se dire ça a pu être audible, c'est qu'en effet, il y avait eu toute cette évolution, l'égalité de droit, toute plein de déclarations sur le fait que c'était une grande cause nationale. Donc il y avait une préparation comme ça en termes d'évolution. Donc les brèches ont pu passer, quoique difficilement. Il y a vraiment eu cette idée qu'on accusait MeToo justement de ne pas passer par la voie juridique. Si on ne passe pas par la voie juridique, en fait, elles sont passées par la voie juridique parce que ça a augmenté d'un tiers, je crois, les recours juridiques. Donc ça a normalisé aussi le fait de faire des recours. Mais c'était surtout que les plaintes n'aboutissaient pas. Donc il y a à la fois ces mouvements-là et puis un mouvement de résistance, de recul. Donc moi, j'analyse aussi comme ça la déclaration des 25-34 ans. Donc on voit bien qu'il y a là une réaffirmation virile face à quelque chose qui bouge et qui, alors qu'on a été élevé depuis petit pour chacun avoir notre place, notre rôle, là on nous dit que ça permet pas de s'épanouir dans une logique égalitaire, qu'il faut déconstruire la domination et on sent qu'il y a une réaction en fait d'attachement à des rôles traditionnels. Je vous propose un chiffre qui est peut-être moins connu que d'autres, qui concerne la finance et les femmes. 88% du total de l'argent levé en France par des start-up en 2021 est capté par des équipes 100% masculines. Voilà, ça c'est la réalité de la finance aujourd'hui. Alors, il y a des fonds d'investissement 100% féminins qui se sont créés, ça commence à bouger, Sylvie-Pierre Brossolette. Le constat, il est là, c'est plus difficile pour une femme de financer son entreprise. Oui. Alors, vous proposez dans votre rapport des solutions. Donc, c'est quoi ? C'est presque trop tard, quoi. C'est dès l'éducation, c'est quoi la solution ? Pour les générations à venir, il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire dès l'éducation, dès le primaire, donner les cours qu'il faut, changer les pratiques des professeurs, enfin les cours d'éducation sexuelle prévus par la loi, mais sans doute plus, et puis faire que les pratiques, au moins dans la sphère public de l'école soit égalitaire. Les enquêtes montrent, par exemple, que les professeurs donnent plus la parole aux garçons qu'aux filles à l'école, les interroger. L'espace de récréation est généralement occupé par le foot des garçons et les filles remisées. Rien que des petits détails comme ça depuis le début. Les livres scolaires montrent surtout la puissance des hommes à travers les âges et les femmes sont portion congrue. Donc il y a beaucoup de détails qu'on peut changer dans l'éducation. Il y a l'environnement de stéréotypes dus aux médias au sens large, et en particulier Internet, et dans Internet, le porno, parce que là, vraiment, l'image des femmes est dégradée, elles sont violentées, enfin, c'est atroce, peut-être qu'on va en reparler, mais quand même, on montre des images de sexe qui sont donc en accès libre dès 10-12 ans, regarde ça.
On montre des femmes massacrées et qui après ont l'air ravies et qui disent « Ah, c'était merveilleux ». Donc c'est vraiment de l'apologie de la violence. Comment voulez-vous faire autrement? Donc il faut réguler Internet, il faut interdire ces séquences. Vous ouvrez ce chapitre sur les sites porno. Je vais vous proposer une citation, tiens, pour commencer. En 2023, c'est la fin de l'accès aux sites porno pour nos enfants. Qui a dit ça? C'est le ministre délégué chargé du numérique. C'était dimanche dans Le Parisien aujourd'hui en France. Évidemment, je vais vous donner la parole sur ce qui pourrait changer, mais d'abord, le constat, 80% des mineurs auraient déjà vu un film pornographique. Images, vous l'avez dit, de plus en plus violentes, sexistes, mais aussi racistes, qui ont forcément un impact sur la sexualité des jeunes, mais aussi sur la place et l'image des femmes dans ces générations. Hugo Lemonnier. Majeur ou mineur, il suffit d'un clic pour accéder à ces millions de vidéos. Selon une récente étude, 80% des mineurs auraient déjà vu un contenu à caractère pornographique. Des scènes souvent violentes, devenues pour certains enfants une référence en matière de sexualité, selon cette intervenante en milieu scolaire. Par exemple, une étude récente de l'IFOP a sorti que 43% des adolescents qui regardaient du porno reconnaissaient reproduire dans leur propre sexualité ce qu'ils voyaient dans le porno. Or, ce qu'ils voient dans le porno, c'est de la violence, c'est une manière de percevoir la relation où il y a un dominant et un dominé, où il y a vraiment cette logique d'utilisation de l'autre pour son propre plaisir, de performance, avec des sexes complètement refaits. Enfin, il y a tout un univers qui est violent en lui-même et qui est présenté à des adolescents qui ne savent pas ce que c'est que la sexualité la plupart du temps. Les plateformes, organisées en catégories, structurent désormais le marché de la pornographie. Un monde où les acteurs sont classés selon leur origine ethnique, beurette, black ou asiatique, quand le sexisme se conjugue avec la mise en scène d'un racisme débridé. Ce sont des hommes blancs qui échafaudent les scénarios, qui les construisent à partir de mythes sexistes et racistes préexistants sur lesquels ils se font de l'argent. L'arabe, la femme arabe soumise, avide de sexe, ou la haine par exemple à l'endroit des femmes voilées, donc avec l'idée qu'une femme voilée, on peut la violer, il faut la prendre. Et ce n'est en aucun cas, contrairement à ce qu'on dit, des consommateurs qui auraient des fantasmes par rapport à une certaine catégorie d'individus. Devant l'explosion des sites pornographiques et les risques encourus par les enfants, le législateur a décidé d'obliger les plateformes à mettre en place un contrôle de l'âge de leurs utilisateurs, une mesure jamais appliquée. Sommés de se conformer à la loi, les principales plateformes multiplient les procédures judiciaires. Ils ont fait des recours au Conseil d'État, ils ont déposé des questions prioritaires de constitutionnalité. Tout ça dans un seul but, gagner du temps. Et je vous jure que si la justice, aujourd'hui, faisait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire ordonner le blocage des sites suite aux procédures judiciaires qu'a initié l'Arcom, je vous jure que les plateformes, à ce moment-là, bougeraient et trouveraient des solutions techniques pour effectivement contrôler l'âge des utilisateurs. À 12 ans, près d'un enfant sur 3 aurait déjà été exposé à des contenus pornographiques. Sylvie Pierre Brossolette, la France veut, donc c'est ce que le ministre délégué chargé du numérique a annoncé, imposer un dispositif de certification de l'âge et de contrôle parental par défaut pour bloquer l'accès des sites porno aux mineurs. Là, ce que j'entends dans le reportage, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Oui, ou est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement commencer par appliquer la loi? Non, mais évidemment, il faut commencer par appliquer la loi. Il y avait une procédure judiciaire. Faisons-la, allez jusqu'au bout et ne changeons pas de tactique en route. Enfin, c'est de la cuisine juridique, mais l'essentiel, évidemment, est de protéger les enfants. Mais je pense que si on soignait le mal en amont, c'est-à-dire que si on évitait de laisser en libre accès ces scènes épouvantables, il n'y aurait même plus de problème d'enfants. Il n'y a pas que les enfants qu'il faut protéger. Si vous croyez qu'à 18 ans, vous voyez ces scènes épouvantables, vous ne les reproduisez pas dans votre vie, ou même à 35, ou même à 45, on ne permet pas, par exemple en France, à l'audiovisuel de montrer, et c'est pas un hasard, des scènes de torture de ce genre. Pourquoi est-ce que sur Internet, on aurait le droit de voir ces scènes de torture avec des femmes heureuses au bout? C'est de l'incitation à la violence pure. C'est une pure folie. Donc moi, je pense qu'il faut absolument réguler Internet. Il ne s'agit pas d'interdire la pornographie, il s'agit d'interdire la violence. La violence, c'est quelque chose de vraiment contre lequel il faut lutter. Je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Il peut y avoir un consensus. Donc les scènes hyper violentes de torture et de barbarie,
devrait disparaître des écrans. Et effectivement, d'une part, protéger les mineurs en faisant appliquer la loi, ça fait 2 ans que ça dure, cette plaisanterie, on passe de procédure en procédure, arrêtons les frais et que la justice enfin prenne ses responsabilités. Parce que là aussi, chez les juges, il y a encore du sexisme et des vieux conservatismes en disant « Oh, c'est pas bien grave, c'est du porno ». Vous savez combien de condamnations sont prononcées par an? Il y a 90 000 femmes qui se plaignent de viol ou de tentatives de viol chaque année. Il y a 783 condamnations et seulement une trentaine de peines de prison. Voilà, c'est ça la justice. Donc, par tous les bouts, il faudrait renforcer le dispositif. Donc, interdire les scènes de violence effroyables sur Internet, renforcer la justice, former les juges et l'éducation, évidemment, pour les générations à venir. Je vais vous donner 2 chiffres. L'un qui émane de votre baromètre. 48% des hommes entre 15 et 34 ans considèrent que l'image des femmes véhiculée par les contenus pornographiques est problématique. Donc ça, c'est pour la jeunesse, 48%, alors que c'est 79% pour les hommes âgés de 65 ans et plus. 48%, il n'y a même pas la moitié qui pense qu'il y a un problème. Et puis, autre chiffre, mais là, qui nous vient de Grande-Bretagne, un autre rapport. Terrifiant, oui. 47% des personnes interrogées estiment que les filles s'attendent à ce que les rapports sexuels impliquent de la violence. Arthur Voitou, on peut, enfin voilà, Sylvie-Pierre Brossolette vient de le détailler, mais ce lien entre les sites, les images pornographiques et une vision finalement totalement biaisée de la sexualité. On peut le faire. Alors, on peut le faire, c'est une question qu'on se pose souvent. Effectivement, est-ce qu'il y a un lien entre ce que les jeunes, notamment, vont visionner et ce qu'ils vont mettre en pratique dans leur sexualité? Alors déjà, juste peut-être... Alors, c'est pas pour relativiser du tout, mais juste de dire, on a tendance à parler des enfants, à dire les enfants sont exposés. Et c'est vrai que les enfants peuvent être exposés à ces contenus et ça pose un problème, évidemment. Après, quand on fait des enquêtes auprès des jeunes directement, quand on leur demande à quel âge ils ont vu leur premier porno, on n'est pas tout à fait dans les chiffres que souvent font remonter ces sondages-là. Parce que alors, dans les sondages, les jeunes ils répondent « oui, à 10 ans, j'en ai vu un ». Quand on leur dit, mais c'était quoi à 10 ans? Souvent, c'est l'image d'un film qui les a choqués, etc. Ils n'étaient pas forcément directement sur les sites dont on a pu voir là des extraits floutés tout de suite. Et surtout, ils ne sont pas forcément tout de suite dans une pratique régulière du porno, etc. Donc voilà, juste pour dire, c'est principalement les adolescents qui vont voir du porno parce que c'est valorisé aussi dans la cour de récré, dans la cour du collège. Oui, mais on y a consacré un débat. Le porno d'aujourd'hui, c'est pas du tout celui d'il y a 30 ans. La violence, elle est omniprésente. Elle est omniprésente, elle est très accessible et c'est vrai que par mots-clés, par exemple, on peut trouver le pire de ce qu'on peut trouver sur Internet. Mais je pense que la question de l'influence, par contre, il y a plusieurs choses à en dire. Une des choses qui, je pense, est importante, c'est de dire d'abord que les périodes de visionnage intense de pornographie par les jeunes, en général, sont assez découplées de l'entrée dans la sexualité, parce qu'en réalité, ils regardent beaucoup de porno au début du collège, des années collège notamment, 11, 12, 13 ans. C'est pas tout à fait l'âge d'entrée dans la sexualité qui arrive un petit peu après. Donc déjà, voilà, pour pas dire, les phénomènes n'arrivent pas tout à fait en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont le temps parfois de prendre un peu de recul. Nous, on a vu des jeunes en entretien avec ma collègue Yael Amselem-Mangui, à qui on a posé cette question de l'influence, et qui nous disent, c'est vrai, quand j'ai regardé mes premiers pornos, par exemple, je pensais que le corps devait être systématiquement toujours entièrement épilé. Je pensais que je pouvais faire telle ou telle pratique sans demander le consentement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils déconstruisent, mais il faut qu'ils déconstruisent une image qui se et heureusement, c'est pas pour, là encore, pour relativiser, mais il faut quand même être un peu plus proche des pratiques réelles des jeunes. Heureusement, parfois, la confrontation avec la sexualité elle-même, leur premier rapport sexuel, viennent un peu déconstruire d'elles-mêmes, enfin faire dégonfler comme ça ces représentations parfois très violentes qu'ils peuvent avoir eues. Voilà. Après, je pense qu'il y a la question évidemment de l'éducation dont on a déjà parlé, et c'est à quel point l'éducation va permettre de déconstruire ou pas, et on sait que c'est pas le cas pour tous les jeunes, dans toutes les conditions. Et ça, c'est une vraie question pour le coup. L'éducation à la fois officielle et l'éducation des parents, parce que je veux dire, si les gamins ont accès à des films porno, c'est quand même, on peut interdire ça par la loi, mais c'est aussi une responsabilité parentale. Je veux bien que des téléphones traînent. Il y a une responsabilité parentale, mais il y a aussi, pour revenir au sujet de l'éducation, quand on pose la question à des jeunes, mais pourquoi aller sur Internet voir des images pornographiques? On pourrait imaginer que c'est d'emblée de la curiosité. Sauf qu'en fait, on a des jeunes qui nous répondent, mais c'est parce que j'ai envie de voir à quoi ressemble un corps. Et en fait, on ne me l'a jamais montré. On ne me l'a jamais montré parce que, par exemple, l'éducation à la sexualité qui se fait en milieu scolaire, elle est, pour le dire, extrêmement... gênés, policés, c'est-à-dire les enseignants ont peur d'aller dans le sujet et peu de gens sont formés en fait
à éduquer à la sexualité. Et en fait, les jeunes ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans l'éducation à la sexualité à l'école. Donc, ils vont chercher ailleurs. Ils vont chercher des images ailleurs. Et il se trouve que parfois, ces images sont violentes. Et c'est ça, sans doute, le problème. Régine Sénac, est-ce que vous faites le lien entre ces images pornographiques, on l'a dit, de plus en plus violentes, sexistes, racistes, et le sexisme au quotidien dans la société française? Ça fait système, c'est certain. Et quand on voit le chiffre de 47% des femmes qui s'attendent à avoir des rapports violents, on voit bien qu'il y a un phénomène qui est de normalisation des violences, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes, qui intègrent aussi cette réalité-là. Donc, on dit souvent que l'imaginaire et la réalité, bien sûr, on parle beaucoup de récits en politique. Les politiques parlent toujours de cette nécessité de refaire un récit. Et là, on voit bien que c'est en plus un récit qui est incarné, qui est visuel, et qui dit, en effet, une réalité qui est envisageable. Et puis, on voit en plus ce croisement entre la dimension sexiste, raciste, qui est quand même quelque chose de très choquant et qui montre qu'on est encore dans des catégories qui sont des catégories qui sont assumées dans une logique de business, et se dire que ça permet de faire du business, de travailler sur et de conforter, de normaliser le sexisme et le racisme, il est certain que là, et moi je trouve que le parallèle avec ce qu'on ne permet pas dans l'accès aux violences pour les autres types de violences, il est intéressant. C'est-à-dire qu'on se dit féministe, portant l'égalité femmes-hommes, et on va permettre qu'il y ait une socialisation à la violence en accès libre, alors qu'on va penser que c'est complètement hors de notre portée d'avoir une socialisation à la violence pour tous les autres types de violences. Ouais. Alors, on va parler politique maintenant. Il nous reste une dizaine de minutes dans ce débat. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Bonsoir, Steve. Bienvenue. On va démarrer avec une question toute simple. Est-ce qu'il y a toujours du sexisme en politique ? Non. Tout ça, c'était dans le monde d'avant. On se rappelle par exemple de cette séquence célèbre en 2012. Cécile Duflot, ministre du Logement, avait eu ce jour-là la très très mauvaise idée de porter une robe à fleurs dans l'hémicycle. Regardez. Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président. Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. Toujours dans le monde d'avant, on se rappelle aussi de cette députée, l'écologiste Véronique Massonneau, en pleine prise de parole. Elle se fait interrompre par des imitations de poules. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait Écoutez, ça franchement... Arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, c'est bon. Évidemment, ce ne sont des choses qui n'arrivaient qu'à l'Assemblée nationale, pas au Sénat. Jamais. Le Sénat a toujours été épargné par le phénomène. La preuve en image, regardez. Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Sido, je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. En réalité, Assemblée nationale et Sénat, même combat. Droite-gauche, même combat. Le sexisme touche les deux assemblées et tous les bords politiques de la même façon. Il peut même parfois venir du gouvernement. Écoutez. En l'occurrence, des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Emmanuel Macron avait fait de l'égalité homme-femme la grande cause de son premier quinquennat, mais quand on se penche sur les chiffres, on est encore loin du compte. Le réseau Élu Local a mené une étude en 2021. Le sondage parle de lui-même. 3 femmes élues sur 4 disent avoir un jour été confrontées à des remarques ou à des comportements sexistes. Ça comprend des interruptions lors des prises de parole, des attitudes paternalistes, des blagues ou des remarques déplacées. Toujours selon cette étude, 20% des élus interrogés disent avoir subi des remarques liées à leur apparence physique. L'atmosphère est tellement hostile qu'une élue sur 3 a déjà pensé à abandonner la politique à la suite de comportements sexistes. C'est dire, Thomas, l'ampleur du phénomène. Alors, quand on demande aux femmes politiques si les choses vont quand même mieux, eh bien oui, elles vont mieux qu'il y a quelques années. La réponse est oui, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire en termes de parité. Par exemple, le Parlement penche toujours clairement du côté des hommes. À l'Assemblée nationale, on compte 37% de femmes. Au Sénat, on est seulement à 35%. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour tous ces éléments. Au niveau local, tiens, je vous propose une réaction maintenant. La députée Modem Sandrine Josso, cofondatrice des Simones, c'est une association qui veut casser le plafond de verre des femmes en politique.
politique, elle nous donne des chiffres au niveau local. Regardez. 80% de maires aujourd'hui sont des hommes, 89% de présidents de communautés d'agglomération ou de communes sont des hommes. Et malgré la parité. Voilà, malgré la parité. Donc, en fait, finalement, on se dit que c'est une parité qui est comme une illusion dans ces instances-là. Sylvie Pierre Brossolette, si on cherche un peu des solutions dans le monde politique, il y a des quotas qui ont été imposés. Les partis politiques les respectent pas toujours. Ils préfèrent parfois payer des amendes. Quelle solution vous On a publié un rapport sur la parité en décembre au HCE qui propose des solutions. Pour qu'il y ait la parité à l'Assemblée nationale, on a un système simple, c'est adopter à l'Assemblée nationale le système des conseils départementaux, vous connaissez bien au Sénat, c'est-à-dire le système binominal majoritaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans chaque circonscription, il y a un homme et une femme qui sont élus. Donc forcément, il y a la moitié de femmes et d'hommes à l'arrivée. Il y a des exemples comme ça. Mettre au défi les gouvernements, enfin dans l'obligation les gouvernements, de ne pas nommer simplement 50% de titulaires, mais de regarder qualitativement quels sont les postes. Ne pas mettre, comme aujourd'hui, 4 ministres hommes sur 5 pour les ministères régaliens et 9 femmes secrétaires d'État sur 10 pour les ministères les moins importants. Il y a plein de petites règles qu'on pourrait mettre en route, mais c'est vrai que beaucoup de femmes sont découragées d'entrer en politique tant qu'il y a ce machisme ambiant qu'il faut évidemment combattre. C'est un tout, comme disait Réjeanne. C'est systémique et la politique en est une caricature vivante. C'est vrai, ça a été tellement longtemps le domaine purement des hommes que c'est très très difficile pour les femmes de s'y faire une place, ne serait-ce que les horaires, les habitudes, ce boys club que constituent les partis politiques où les investitures sont tenues généralement par les hommes. Il faut changer tout ça peu à peu. La loi y aide. Il faut passer maintenant à un acte 2 de la parité et prendre l'autre partie des mesures qui sont nécessaires. Alors, comment ça se passe au plus haut sommet de l'État? Mathieu, le président de la République est-il sexiste? Je me suis posé la question parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et puis, si on en croit l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, la réponse est oui, 3 fois oui. Il a même reçu en novembre dernier avec Jean-Luc Mélenchon le prix du parrain. Ils étaient tous les deux coloréats, qui distingue selon les organisateurs ceux qui ont vaillamment protégé leurs poteaux, leurs ministres, leurs bros et qui leur ont assuré une immunité face au tribunal médiatique, comme ils l'appellent, ou au tribunal tout court. Et de reprocher au chef de l'État d'avoir abrité dans ses gouvernements Nicolas Hulot, Damien Abad ou encore Gérald Darmanin. On rappelle que si les 2 premiers font face à des accusations, ils ne sont plus au gouvernement. Et que quant au 3e, il a été blanchi, a bénéficié d'un non-lieu confirmé en appel, même si la plaignante se pourvoit en cassation. Alors ce prix du parrain, il est évidemment satirique, il n'engage évidemment que ses organisateurs, qui comptent, il faut le dire, bien peu de macronistes dans leur rang, l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique. Mais si cela peut faire sourire ou grincer, on peut se poser la question de savoir si c'est légitime ou non. Et là, évidemment, c'est toujours beaucoup plus nuancé, contrasté, parce que la réalité, elle est rarement noire ou blanche. Si on regarde, par exemple, que ce soit sur les symboles ou dans sa politique. Sur les symboles, tout d'abord, les postes clés de la Macronie aujourd'hui sont détenus par des femmes. Il y a une première ministre, il y a une femme qui préside l'Assemblée nationale, il y a une femme qui est présidente du groupe présidentiel à l'Assemblée nationale. Alors, toutes n'ont pas été nommées par Emmanuel Macron, toutes n'ont même pas été poussées ou promues par Emmanuel Macron, mais enfin, ça n'était jamais arrivé avant. Il y a... En revanche, c'est vrai que si on regarde le gouvernement, on regarde les poids lourds, les portefeuilles régaliens, c'est plutôt des hommes que vous avez là, que ce soit Gérald Darmanin à l'intérieur, Bruno Le Maire à Bercy, Éric Dupond-Moretti à la justice, bref, je ne vous fais pas la liste, vous les connaissez. Si on regarde aussi le cabinet du président à l'Élysée, là, il y a quand même 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes. Et alors, sur la politique? Alors là, c'est plus compliqué aussi, parce que c'est des appréciations. Le sexisme, ce sont des données objectives et factuelles, mais c'est aussi une perception, et c'est aussi parfois un jugement de valeur. Donc il y a quand même ce choix, cet accent qui a été mis sur la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur la lutte contre les violences faites aux femmes par Emmanuel Macron. Il y a toute une série de lois qui ont été adoptées, dont la loi renforçant l'action contre les violences sexistes et sexuelles en 2018, la loi de programmation et de réforme pour la justice en 2019, la loi visant à agir contre les violences
violences au sein des familles en 2019. Je ne vous fais pas tout le topo de ce que contiennent ces lois, et sans doute c'est insuffisant, mais enfin, il y a quand même eu des choses. Il y a une loi visant à protéger les victimes de violences conjugales aussi en 2020. Il y a des moyens qui ont été mis, c'est symbolique, mais le budget du secrétaire d'État qui est devenu un ministère de l'égalité homme-femme a été doublé. Alors, il a plus de missions, mais il a été doublé. L'État fait savoir qu'il y a près d'1 milliard qui est mobilisé pour la cause de l'égalité homme-femme. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que ça part beaucoup dans tous les sens. Puis il y a des outils quand même qui ont été mis en place, que ce soit le 3919, la création de plus de 3000 places d'hébergement supplémentaires pour les femmes, enfin le développement du 3919, pas la création, hein. Les places d'hébergement supplémentaires pour les femmes victimes de violences, le lancement de plateformes Internet, la création de l'infraction d'outrage sexiste, puis voilà, la multiplication des ordonnances de protection, le développement du téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement. Tout ça a été mis en place. Ça n'a pas empêché, bien sûr, des violences sexuelles et sexistes de se perpétrer. Ça n'a pas empêché, dans certains cas même, qu'elles augmentent. Mais voilà, la réalité, elle est nuancée. C'est toujours, évidemment, difficile de donner à quelqu'un un qualificatif. C'est un comportement qui est sexiste, c'est pas quelqu'un. Réjeanne Sénac, quel bilan vous faites, vous ? Alors, je citerai peut-être un chiffre. Sur la lutte contre les violences, en Espagne, c'est 16 € par personne par an. En France, c'est 5 € par personne par an. Donc, je pense que là, tout ce dont on a parlé, c'est la question de la cohérence. Comment est-ce qu'on peut proclamer l'égalité femmes-hommes grande cause nationale, 2 mandats de suite, et dans le même moment, comme le disaient déjà les suffragettes, être dans les promesses et pas dans les actes. On voit bien les associations féministes et les travailleurs sur le terrain dénoncent ce hiatus. Donc, bien sûr qu'il y a eu des lois, il y en a à chaque fois. La question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de les appliquer pour l'outrage sexiste sans que ce soit un moyen de disqualifier et d'aller dans les plus faible qualification. Et puis, sur la lutte contre les violences, il y a un vrai problème. Et quand on compare avec l'Espagne, c'est quand même du simple au triple. Et en Espagne, ça a fait reculer le nombre de féminicides. Donc, on voit bien quand même que ça a été associé à une éducation non sexiste. Enfin, il y a eu une loi, ce qu'on appelle une loi cadre, mais aussi des moyens qui ont été mis en œuvre. Et beaucoup plus tôt que nous. Voilà, ils sont mis plus tôt et s'ils sont mis en donnant les moyens. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment une nécessité de cohérence, on l'a vu, individuelle, mais aussi de cohérence politique et collective. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres, Arthur Voitou, Les jeunes, la sexualité et Internet, qui est publié aux éditions Les Pérégrines, et Réjeanne Sénac, Radicales et fluides, les mobilisations contemporaines, publié aux presses de Sciences Po. Merci encore. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public et votre prochain rendez-vous politique sur notre antenne. Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon à l'Assemblée, qui sera l'invité d'Oriane Mancini à 8h demain matin. Belle soirée.